Salut Internet, comment ça va? Oh, moi je suis excité parce qu'on repart sur un des sujets fétiches de la chaîne, le bordel. On aime ça, on adore ça, à tel point que, pour le plus grand plaisir du monteur, on va mettre un petit compteur là qui défilera à chaque fois que je dis le mot bordel. Et en même temps, pour ces frontières européennes, je vois pas vraiment d'autres mots. Messieurs, dames, bienvenue dans ce 4e épisode de 7 frontières insolites dans le monde, spécial Europe. On commence fort avec une frontière quelque peu chelou entre la Moldavie et l'Ukraine, juste ici. Remercions tous Julien d'ailleurs de m'avoir fait découvrir cette particularité en commentaire. Comme il l'a précisé, la frontière a été créée du temps de l'URSS. Mais j'ai fouillé et ça a été un bordel bien bordélique. Pour pas être perdu et pour pas perdre de temps, on va passer directement de la carte de 1917, qui montre un très joli accès à la mer Noire, à la carte de 1940. Bye bye la mer. La région de Boudjak est donnée à l'Ukraine, ce qui coupe notre chère République socialiste soviétique moldave de la mer Noire. Ah, attendez, peut-être avec ce petit canal là, on pourrait peut-être atteindre la mer et non, raté, c'est une impasse. Ah oui, et depuis la fracture de l'URSS en 91, c'est simplement Moldavie et plus République socialiste soviétique moldave. C'est quand même plus facile à dire. Quoi qu'il en soit, si tu veux passer de ce point A à ce point B en Ukraine, t'es obligé de passer par la Moldavie. Malheureusement, il n'y a pas de Google Street View de l'endroit précis, mais on a quelques photos du checkpoint. Et en gros, comme nous le dit Julien, c'est juste un petit bout de papier à remplir. En revanche, si tu veux aller prendre la route R52 pour remonter en Moldavie, là, faudra passer la douane. Ok, bon, en français, c'est pas queue de poil le terme correct, c'est panhandle, hein, comme en anglais, mais c'est quand même bien plus stylé de traduire. J'en ai déjà parlé de ce terme, mais en gros, c'est quand il y a une bande de terre qui semble sortir un petit peu du territoire. Par exemple, la partie ouest de la Floride, le petit bout de l'Afghanistan qui s'enfuit vers la Chine, ou encore le nord-est de la Namibie qui étend son bras pour aller choper un petit bout du Zambèze. Je trouve ça très parlant, moi, visuellement, queue de poil. Dans notre cas, puisque la poêle italienne a plus une forme de botte, je vous propose plutôt de parler de languette en haut de la botte. La province de Trieste, c'est le nom de notre languette, a une longueur de 30 km, donc à peu près Paris-Disney, et une largeur de max 10 km, donc à peu près Paris. Et elle a toute une histoire. Elle s'est pas retrouvée comme ça par hasard coincée entre la Slovénie et la mer Adriatique. Non. Et cette histoire, c'est un sacré bordel. Courant 19e siècle, elle fait partie de l'Empire d'Autriche, et ce, jusqu'au traité de Rapallo de 1920, qui l'a fait devenir italienne. Et alors, attention, on va prendre une carte, sinon on va avoir mal à la tête. Voici la province de Trieste en 1920. L'Autriche l'a filé à l'Italie, voilà, c'est gigantesque, c'est beau, ça va jusqu'à l'actuelle ville de Pula en Croatie. C'était une grosse languette de botte. Puis est arrivée la Seconde Guerre mondiale, et avec le traité de Paris, toute une partie devient yougoslave, sauf ce bout là qui devient le territoire libre de Trieste. Et le bordel n'est pas fini du tout. Le territoire libre, il était sous protection de l'ONU, avec une zone A qui était gérée en gros par les alliés de l'Ouest, et une zone B gérée par l'URSS. Et en 1954, bam, une partie de la zone A devient italienne, alors que son autre partie et la zone B deviennent yougoslaves. Et c'est comme ça qu'une petite bande de terre est aujourd'hui italienne. Je rappelle quand même les mesures, hein, 30 km de long, entre 5 et 10 km de large selon les endroits. Vous savez là, ces histoires de marcher 10 000 pas par jour pour notre santé, bah voilà, en vivant là-bas, tu peux t'amuser à faire un aller-retour entre la mer Adriatique et la Slovénie pour obtenir tous tes cercles d'Apple Watch en fait. Si vous allez voir ma toute première vidéo sur les frontières dans le monde et que vous naviguez entre mes blagues nulles et l'audio qui donne l'impression que j'enregistrais dans une cave désaffectée, vous pouvez peut-être réussir à m'entendre parler de Barle-Nassau et Barle-Hertog, une communauté néerlandaise et une communauté belge qui sont enclavées entre elles d'une façon artistique. Vous aviez adoré ce concept de deux villes, de deux pays qui s'entrelacent. Bienvenue donc à Tornio et Haparanda, séparés par le fleuve Torne, mais quand même hyper poteaux. La première est en Finlande, mais faisait partie du royaume de Suède jusqu'à la signature du traité de Fredrikshamn en 1809, qui l'a fait devenir Finlande russe. Tornio devient russe, et au moment où Tornio devient russe, les Suédois construisent Haparanda juste en face. Depuis, Tornio est bien finlandaise, et clairement, aujourd'hui, les habitants des deux villes font des allers-retours tranquilles, peuvent utiliser l'euro comme la couronne suédoise. La presqu'île qui se trouve entre les deux fait partie de Tornio, mais est rattachée à la Suède. Un joyeux bordel, quoi. N'empêche, heureusement que les deux villes sont super copines. J'ai quand même quelques idées de coins dans le monde où cette cohabitation passerait pas aussi bien. Et il y a pas mal de cas similaires en Europe de frontières qui n'en sont plus vraiment, comme Martelange au Luxembourg. En Belgique? Au Luxembourg?
la frontière Luxembourg-Belgique, elle est quand même très très proche, non? Bah, on roule dessus en fait. Donc là, côté belge, et là, côté luxembourgeois. Ici, c'est le village Ronbar-Martelang qui est luxembourgeois. Vraiment, pour changer de pays, il suffit de traverser la route. Et la particularité du coin, c'est la multitude de stations essence. Non mais regardez, si on part du sud de la route d'Arlon, hop, une station en construction, une station, une belle bâtisse avec une petite pub pour le Ricard, une station, et finalement, quel est le point commun de ces stations? Elles sont toutes du côté luxembourgeois de la route. Je me demande bien si l'essence est moins chère en Belgique ou au Luxembourg, tiens donc. La petite blague liée à notre ami Pandémie, c'est qu'il a été interdit d'aller faire son plein de l'autre côté de la route pour nos chers martélangeois pendant le confinement, puisque les frontières étaient fermées. Allez, une petite dernière et promis après on enchaîne. On était en Italie là il y a quelques minutes, retournons-y. Les villes de Gorizia et de Nova Gorizia étaient une seule et même ville jusqu'en 1916. Puis ça devient le bordel, parce qu'une partie choisit le royaume italien, tandis que l'autre s'allie au royaume des Serbes, Croates et Slovènes. La frontière se dresse, barrière et barbelée, la rendant physique. Et évidemment, on n'oublie pas le bordel de la Seconde Guerre mondiale, qui rend le côté Est encore plus bordélique. Je veux dire, regardez, même sur cette photo de 66, les mecs ont l'air totalement perdus. Aujourd'hui, il y a juste une plaque pour symboliser la frontière, parce que depuis 2007, la Slovénie a été intégrée dans l'espace Schengen, et Gorizia et Nova Gorizia sont devenues super copines. Presque comme avant, finalement, une seule et même ville. Dites, ça vous intéresse une île en France, coupée en deux, mais appartenant à 3 pays différents. Voguons ensemble sur la Moselle, rivière qui prend source dans les Vosges, qui remonte vers le nord en traversant un bout de la France, passe par le tripoint Luxembourg, Allemagne, France, sert vite fait de frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne, puis zigzag en Allemagne avant de rejoindre le Rhin. Vous avez compris l'endroit qui nous intéresse, le tripoint. Allez hop, on redescend, ou on remonte finalement, ça dépend si on parle courant de la rivière ou sens nord-sud. Quoi qu'il en soit, on arrive au tripoint qui est d'ailleurs symbolisé par cette sublime bouée blanche. Quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire d'un Allemand, d'un Français et d'un Luxembourgeois qui se rencontrent sur une petite bouée blanche. On dirait le début d'une blague. Hop hop hop, ce serait pas notre fameuse île là? Elle a pas de nom d'après Google Maps et j'ai beau fouiller, j'en trouve aucun de vraiment officiel. Mais l'île de l'écluse d'Apac, je trouve que ça sonne bien. Après tout, elle est au niveau de l'écluse d'Apac, accès fluvial à la Moselle française depuis le condominium germano-luxembourgeois. Ça aussi c'est un bordel, hein, on y reviendra peut-être. De l'autre côté de l'île, il y a aussi le barrage d'Apac, les deux étant gérés par VNF, Voies Navigables de France. Le barrage, lui, se trouve en France et au Luxembourg, l'écluse seulement en France, et ils sont séparés par l'île qui fait à peu près 400 mètres de long, 70 mètres de large, et c'est là que ça devient très intéressant. Tout ça, c'est la France, et ce minuscule petit bout au nord, c'est le condominium germano-luxembourgeois. Vraiment, hein, on a mis la frontière là pour dire qu'ils ont un bout de terre, mais c'est tout. Et vous allez me dire ce que je me suis dit, mais c'est l'Allemagne là, au bout de l'île. Pourquoi condominium? Eh bien, c'est tout simple. Pas du tout. De l'écluse d'Apac jusqu'aux villes de Wasserbilly et de Langsourd, les rivières sont un condominium germano-luxembourgeois. Elles sont partagées entre les deux pays, quoi. La Moselle, la Sûre et l'Our, sur 135 km, sont à la fois à l'Allemagne et au Luxembourg. Perso, je trouve ça un petit peu désorganisé et bordélique, mais bon. Enfin bref, pour en revenir à notre fait principal, cette petite île est divisée en deux entre 3 pays différents. Et petit fun fact, je sais pas si vous avez prêté attention au nom de la petite commune du côté luxembourgeois, Schengen, c'est là que les accords Schengen ont été signés. Et dernier fun fact, pour être sûr de la prononciation, on a appelé directement la mairie qui nous a confirmé qu'on dit bien Apac, mais que les habitants sont appelés des Apachois. Bordélique jusqu'au bout, hein, cette frontière. Vous savez à quel point j'adore me promener sur Google Street View. Vraiment, c'est une passion dans ma vie. Et me voici par exemple en Irlande du Nord. On se balade sur cette petite route de campagne, hein. C'est sympa l'Irlande du Nord quand même. Des champs, des buissons, des bottes de paille dans leur tenue en latex, des panneaux pour prévenir que les camions de 10 tonnes sont interdits. Ah bah merci, hein, c'est bon à savoir une fois engagé sur cette route. Et mais attendez une seconde, on est passé en Irlande là. Et si on continue, on repasse en Irlande du Nord, puis re-Irlande du Nord. Non mais on est où là? Il faut qu'on dézoome un petit peu. Ah mais je comprends mieux messieurs dames, nous sommes au niveau de Drumley, une division électorale qui fait partie du comté de Monaghan, comté de la République d'Irlande, alors que tout autour là, c'est le comté de Fermanagh, comté de l'Irlande du Nord, elle-même nation du Royaume-Uni. Cette frontière là, c'est une frontière internationale. Drumley est d'ailleurs définie comme une enclave pratique, c'est quand ça ressemble à une enclave mais qu'elle n'est pas totale, comme ici, puisqu'il y a 110 mètres qui rattachent Drumley au reste du comté, mais que le bout d'attache n'est pas très facile d'accès. Voilà, on dit une enclave
pratique. Dans notre cas, c'est plutôt une enclave pas vraiment pratique, je dirais, mais bon, bref. Vous voulez peut-être savoir comment cette frontière a été créée? Il faut remonter au XVIe siècle et ça a été un bordel. Un bordel, mais que je vais tenter de vous résumer en une seule phrase. Avant le XVIe siècle, il y avait des seigneurs qui géraient des terres et des villages, dont les 16 villages qui constituent Drumley. Ouais, ça va être plus d'une phrase, je pense. Lors de la reconquête de l'Irlande par les Tudors... Non, pas du tout. Les comtés de Monaghan et de Fermanagh sont créés. Et puis au fil des siècles, toutes les enclaves du coin sont intégrées dans le comté où elles se trouvent, toutes sauf Drumley. Quand la loi sur le gouvernement de l'Irlande de 1920 divise l'île en deux, le comté de Fermanagh se retrouve au nord et le comté de Monaghan au sud, avec son enclave pratique, pas pratique, Drumley. Un bordel. J'aimerais maintenant vous parler de la plus petite île au monde à être traversée par une frontière internationale. Alors oui, techniquement l'île de l'écluse d'Apak est petite et est traversée par une frontière internationale, mais écoutez, elle est au milieu d'une rivière, donc ça compte pas. Non, vraiment, venez pas mettre le bordel dans ma vidéo, c'est déjà assez compliqué comme ça. Moi je veux vous parler de la plus petite île maritime, l'île Koyuuto, qui est partagée entre la Russie et la Finlande, mais pas clairement en son milieu. Regardez-moi ce tracé de frontière bien dégueulasse là, qui laisse une petite plage à la Russie. L'île se trouve dans la mer Baltique et est traversée donc par ce bout de frontière chelou qui descend loin, très loin dans la mer pour bien montrer que l'île Majakalti est finlandaise. La longueur de Koyuuto est d'environ 200 mètres pour une largeur d'environ 110 mètres. La frontière en elle-même date de 1940 et a été ratifiée officiellement avec le traité de paix de Paris avec la Finlande en 1947. Ah oui, et cette frontière coupe aussi un mini bout de l'île Van Gogh et 2 minuscules bouts de terre qui n'ont pas de nom. En plus, toutes ces îles sont inhabitées, donc vraiment, on a tracé un trait imaginaire dessus, pourquoi? Un concours du plus gros palmier, là, ça fout juste un bordel sans nom sur les cartes. Oh, ça m'énerve. Allez, on s'en va d'ici, en plus on se les pèle. Et pour une fois, on va rester complètement en France métropolitaine et se concentrer sur une frontière régionale, ou plutôt départementale dans notre cas, c'est important d'être précis. Non mais c'est vrai, les frontières peuvent être internationales, régionales, départementales, communales. J'ai envie de dire que même le mur là au fond de mon jardin, c'est une frontière en soi. Bon, y a-t-il des gens parmi vous qui habitent dans l'Oise ou dans l'Aisne? Pour ceux qui voient pas où ces départements se situent, c'est au nord, nord-est de Paris. Quand on s'intéresse à la frontière entre ces deux départements, on voit vite que sur sa partie sud, c'est un peu fouillis. Allez, venez, on fait un gros plan. Vous allez vite voir le bordel. En violet, c'est la commune de Coyolles, dans l'Aisne. En jaune, c'est la commune de Vauciennes, dans l'Oise. Et en orange, la commune d'Ivors, toujours dans l'Oise. Un vrai puzzle. Si on regarde bien, Vauciennes a une exclave dans la partie ouest de Coyolles et dans la partie est de Coyolles, qui, elle, a une presque esclave qui est reliée par une route de seulement 30 mètres de large. Et là, au sud-est de Coyolles, il y a une enclave d'Ivors, commune elle-même coupée en 3. Et tout se fouillit si on quitte le découpage communal et qu'on s'intéresse aux frontières départementales. Mais quel bordel! Ça vient d'où cette histoire d'ailleurs? La réponse est toute simple, 1789. Ça nous vient du temps de la Révolution et du découpage de la France en circonscription départementale. À ce moment-là, la forêt de Retz est domaniale et ne peut donc pas être découpée entre l'Oise et l'Aisne. Puis au fil du temps, les négociations entre départements n'ont jamais abouti à une inclusion des enclaves en Aisne, donc c'est normal qu'on arrive à plus de 230 ans de bordel. Après, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant on y est habitué, donc j'ai envie de dire, n'y touchons pas, laissons ça comme ça. Et voici donc mon compteur de vulgarité. Bon, en vrai, j'en suis pas fier, mais en même temps, avouez que certaines frontières étaient particulièrement cheloues et alambiquées. Pour que vous soyez au courant, ce mois-ci, on se met à fond sur un très gros projet avec l'équipe. On espère évidemment sortir une vidéo tous les samedis, mais si vous voyez qu'il y en a pas de panique. De toute façon, vous êtes un petit peu habitués, hein. Enfin bref, abonnez-vous pour pas manquer la prochaine vidéo qui sortira de toute façon un samedi à 17h17. Moi, je vous dis à très vite. Salut Internet.